L'empathie est souvent célébrée comme une qualité essentielle, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas parfois devenir un frein? Que se passe-t-il lorsque comprendre les autres nous épuise ou nous empêche de poser nos propres limites? L'empathie, c'est une compétence clé pour les leaders holistiques dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, mais elle comporte énormément de pièges. Trop d'empathie peut mener à l'épuisement émotionnel, à des relations déséquilibrées ou à une incapacité à prendre des décisions rationnelles. Et dans cet épisode, on va explorer les limites de l'empathie et comment équilibrer l'empathie et la protection de soi. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, podcasteur, créateur du leadership holistique, coach certifié et apprenti druide. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode sur le thème de l'empathie. Et pourquoi j'en suis très heureux? Parce que c'est un sujet qui me concerne beaucoup personnellement, vous allez le voir. Et puis, c'est un sujet dont je trouve très galvaudé finalement, on en parle souvent, on ne sait pas de quoi on parle. Alors c'est quoi d'abord l'empathie? L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir des émotions et de comprendre les besoins de l'autre. Alors on a trois types d'empathie. On a l'empathie cognitive, c'est comprendre le mode de pensée de l'autre. On a l'empathie émotionnelle, donc c'est le fait de ressentir les émotions de l'autre. Et on a l'empathie compassionnelle, qui est vouloir aider l'autre. Et parfois on a une des trois, et parfois on a les deux, et parfois on a les trois. Alors pourquoi l'empathie a ses limites? Premièrement, on a un effet d'épuisement empathique, c'est-à-dire qu'on ressent intensément les émotions des autres, ce qui fait que ça va drainer notre énergie. On a aussi le biais de suridentification, c'est-à-dire que trop d'empathie peut entraîner une incapacité à prendre du recul et agir rationnellement. Et puis, on peut avoir la perte de ses propres limites, c'est s'oublier au profit des autres, et ça nuit à son bien-être personnel. Il y a une étude de l'université de Cambridge de 2020 qui montre que 65% des personnels de la santé rapportent un burn-out lié à un excès d'empathie émotionnelle. Et j'en fais partie. Je ne suis pas soignant, mais je travaille dans un hôpital et il se trouve que j'ai fait un burn-out. Et je peux vous expliquer dès maintenant pourquoi. Alors, il y a évidemment un burn-out, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, en tout cas, je l'analyse comme ça, c'est vraiment en lien avec mon empathie et mes responsabilités en termes professionnels. C'était en 2019, je crois, si je ne me trompe pas. J'étais chef de service de la stérilisation centrale de l'hôpital dans lequel je travaille, donc du CHU de Lausanne. Et j'étais, voilà, j'ai essayé, je me suis épuisé à démontrer à la direction de l'époque que on avait une augmentation d'activité en lien avec non pas l'augmentation d'activité d'opération ou des blocs opératoires, mais une augmentation de la complexité des opérations. Et la complexité des opérations impliquait plus de matériel, je la fais très simple, donc plus de plateaux opératoires, donc plus de plateaux opératoires, plus de retraitements à faire, et donc plus d'activité. Et comme l'activité de stérilisation, de retraitement en dispositifs médicaux, elle est assez compliquée à modéliser, j'avais adapté un modèle qui venait de la France et que j'utilisais pour montrer l'augmentation de mon activité. J'avais fait plein de chiffres, vraiment des études sur, j'avais pu démontrer que l'activité augmentait et que en parallèle, ça augmentait le taux, la fatigue des employés, et ça se traduisait par un taux d'absentéisme plus élevé. Et j'ai pas réussi à me faire entendre, alors voilà, pour plein de raisons, ça je veux pas revenir là-dessus, c'est pas l'idée. Mais du coup, moi, j'étais en souffrance, je ressentais la souffrance de mes équipes, à tel point que je me suis oublié moi-même. Et j'étais vraiment, mais je me suis mis dans une situation où vraiment j'étais en perpétuelle souffrance, euh, non pas parce que j'aimais pas ce que je faisais, mais parce que je ressentais la fatigue mentale, physique des personnes qui travaillaient dans mon équipe, et, euh, et j'arrivais pas
j'arrivais pas à prendre, de la hauteur finalement. Et c'est mon corps qui m'a lâché, hein, puisque j'ai eu un accident de ski, sur un truc, complètement stupide. Voilà, je me suis arrêté, je suis tombé bêtement, enfin vraiment à l'arrêt et je me suis fait une rupture des ligaments croisés du genou. Heu, donc autant vous dire que c'était l'accident stupide. Mais l'accident, en fait, était le résultat de mon état de fatigue extrême, en lien avec ce burn-out, sous-jacent, finalement. Donc vraiment et c'est vraiment mon empathie et du coup, moi, j'ai vraiment les 3. C'est vraiment mon empathie extrême qui, entre autres, m'a poussé à en arriver là et à m'oublier. Donc voilà, c'est quelque chose de difficile parce que moi, j'ai une empathie naturelle, très forte et du coup, parfois, je suis une vraie éponge. Je vais recevoir les émotions, négatives, stress et cetera, de souffrance des personnes en face de moi et évidemment, plus il y a d'affect de ma part vis-à-vis de ces personnes et plus l'empathie et du coup la réception des émotions va être forte. Donc cet exemple, il illustre, hein, les impacts et les risques liés à un excès d'empathie, l'épuisement émotionnel, que moi, en tant que manager, j'avais tellement absorbé les énergies négatives de mon équipe que j'ai fini par m'épuiser. On peut avoir des décisions biaisées, c'est-à-dire que l'empathie va favoriser une vision subjective au détriment de la logique et de l'équité. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'on va privilégier peut-être un collaborateur en difficulté au détriment des objectifs de l'équipe. Ça peut être euh, un cas, c'est un cas. Alors, moins mon cas, mais le manager d'avant que je connais très bien, lui avait cette tendance-là. Euh, et puis, on peut aussi avoir des relations déséquilibrées, c'est-à-dire que trop d'empathie va attirer des personnes qui vont en abuser en créant des relations toxiques ou parasitaires. Alors, ça, c'est un point super important. Euh, on est responsable de notre vie. Et alors moi, j'assume, hein, on est responsable de notre vie, on est responsable des relations qu'on a avec les gens, on est responsable de la, des gens qui nous côtoient, qu'on accepte dans notre environnement. Donc si on attire des gens toxiques ou parasitaires, euh, si on est dans ces situations de relations toxiques avec d'autres personnes, il faut se poser la question de c'est quoi votre propre responsabilité. Alors là, ça va au-delà de l'empathie, mais en tout cas, trop d'empathie peut attirer des personnes toxiques. Alors, équilibrer justement cette idée d'être empathique de manière équilibrée, qu'est-ce que ça va apporter? Premièrement, une clarté émotionnelle. Euh, Moi, quand j'ai appris à plus équilibrer cette empathie et cette objectivité, ça a été plus facile pour moi, par exemple, dans les coachings, d'être plus efficace parce que j'ai été moins dans l'identification à l'autre et vouloir absolument l'aider ou trouver des solutions à sa place. Donc, pour faire un bon coaching, il faut vraiment arriver à prendre la distance vis-à-vis de votre personne pour que ce soit la personne pour poser les bonnes questions à la personne que l'on coach pour qu'elle trouve ses solutions. Et puis évidemment, la préservation de soi, hein, une empathie équilibrée, ça permet de soutenir les autres tout en protégeant son énergie. Et ça va te permettre de développer des relations authentiques en posant des limites. On va créer des relations fondées sur le respect mutuel. J'ai un exemple très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, Jacinda Ardern. C'était l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande. Alors elle incarne vraiment un modèle rare de leadership empathique et déterminé. Au début de son mandat, elle s'est démarquée par son style de gouvernance qui était centré sur l'écoute, la compassion et l'humilité, ce qui est évidemment très différent des archétypes traditionnels du pouvoir autoritaire qu'on connaît un peu partout dans le monde. Son empathie, c'était pas un simple vernis communicationnel, enfin c'était pas fin, elle s'exprimait dans sa façon d'aborder des grandes crises de son pays avec une présence humaine et authentique. Il y a deux exemples. Il y a les attentats de Christchurch en 2019. Elle s'est rendue sur les lieux vêtue d'un hijab en signe de respect. Elle a étreint les familles des victimes, elle a refusé de prononcer le nom du terroriste pour ne pas lui accorder de la notoriété. Et elle a su trouver des mots justes dans un moment de deuil collectif. Son attitude a profondément marqué les consciences à l'échelle mondiale parce qu'elle illustre comment l'empathie peut rassembler et apaiser une nation meurtrie. Et puis cette empathie, elle n'a jamais été synonyme de faiblesse. Ardern, elle a su faire preuve d'une grande fermeté dans les prises de décision, notamment lors de la pandémie du Covid-19.
Elle a mis en place une des stratégies les plus strictes au monde en matière de confinement et de gestion des frontières, avec un discours clair, direct et rassurant. Ces décisions, bien que dures, ont permis de contenir efficacement la propagation du virus dans les premiers mois, et elle a vraiment incarné une autorité douce mais ferme, démontrant qu'on peut être à la fois bienveillant et déterminé. Donc c'est un leadership qui illustre parfaitement que l'empathie ne s'oppose pas à l'efficacité, mais qu'au contraire, elle peut être une force puissante de mobilisation, de résilience et de transformation collective. Alors, comment reconnaître les limites de l'empathie? Premièrement, il y a des signes d'une empathie excessive. C'est la fatigue émotionnelle constante, c'est la difficulté à dire non, c'est ressentir le poids des émotions des autres comme si c'était les vôtres. Et c'est souvent, on sent une charge sur les épaules. Les situations à risque, c'est des relations toxiques où l'autre profite de votre empathie. Puis c'est des contextes professionnels avec une forte charge émotionnelle. Quand on travaille dans les soins, dans le coaching, dans l'enseignement, on est encore plus exposé. Alors, je voudrais partager avec vous l'exemple d'un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je trouve très intéressant. Ce film, il illustre différentes choses. Peut-on ressentir trop fort? Est-ce qu'on peut aimer trop profondément? Est-ce qu'on peut être, à force d'absorber la douleur des autres, est-ce qu'on peut s'y noyer? Donc, je voulais te parler de ce film qui est vraiment qui incarne les limites de l'empathie quand elle devient un fardeau, une spirale, voire une prison. C'est un film qui s'appelle A Beautiful Day de Lynn Ramsay avec Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix est un immense acteur et là, dans ce film, il est vraiment habité. Il est vraiment extraordinaire. Joe, c'est son nom. Ancien militaire, ancien agent du FBI, il vit seul avec sa mère malade dans un monde de silence et de cauchemars. Sa mission, sauver des enfants victimes des réseaux criminels. Mais Joe ne sauve pas seulement, il porte, il ressent, jusqu'à l'épuisement. Joe ne dort presque jamais, il fait des crises de panique, il vit dans un brouillard, dans un passé qui le hante. Même quand son propre équilibre est en jeu, il l'accepte. Il agit parce que c'est son rôle, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Joe ne sauve pas simplement des enfants, il porte leur douleur comme un sac de pierre sur les épaules. Il confond leur souffrance avec la sienne. Son travail, un puits sans fond d'horreur, aucun espace pour respirer, aucun sas de décompression. Sa vie privée, inexistante. Sa relation avec sa mère est son seul lien humain, et même celui-là, il vacille. Joe n'a plus de limite, il ne sait plus où il commence et où l'autre finit. C'est là que l'empathie devient dangereuse. A Beautiful Day, c'est pas juste un thriller, c'est un miroir déformant de ce qui peut arriver quand l'empathie dépasse les bornes. Quand vouloir sauver les autres nous fait oublier de nous sauver nous-mêmes. Alors non, l'empathie, c'est pas une faiblesse, mais elle a besoin de limites, de respiration, d'ancrage, sinon elle dévore. Alors prenez soin de vous, ressentez, oui, mais sans vous perdre. Très bel exemple, très beau film, je vous recommande. Alors quelques outils pratiques pour équilibrer empathie et limites. Le premier exemple, c'est le premier exercice, pardon, premier outil, je vais y arriver, c'est la règle des 3 questions. Avant d'aider ou de répondre à une émotion, on se pose ces 3 questions. Est-ce que ça respecte mes propres limites? Est-ce que cette action aide vraiment l'autre ou répond juste à ma peur de décevoir? Et enfin, est-ce que je suis dans la capacité émotionnelle de gérer cette situation? Franchement, si on arrive à se poser ces 3 questions, si on a la capacité de prendre suffisamment de recul pour se poser ces 3 questions avant de plonger, ça peut nous aider. La deuxième technique, c'est la technique du non empathique. Apprendre à dire non de manière bienveillante. Et je sais que pour les empathiques, c'est pas facile. Par exemple, je comprends ton besoin et je veux t'aider, mais je ne suis pas disponible en ce moment. C'est simple, c'est difficile quand quelqu'un vous demande un service, ça vous prend du temps, souvent ça vous oblige à réorganiser votre agenda. Alors moi je suis le roi pour ça, je déplace des rendez-vous, voilà, c'est toujours pénible parce que c'est une grande difficulté à dire non. Et alors ce que je vous enseigne aujourd'hui évidemment, j'essaye de me l'appliquer à moi-même, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Donc je comprends ton besoin et je veux t'aider, et ça c'est sincère, mais je suis pas disponible en ce moment, voilà, je peux pas pour plein. Et puis on n'est pas obligé de rentrer dans la justification. C'est comme ça. Et c'est une manière bienveillante de dire non.
Et puis le troisième outil, c'est de pratiquer la déconnexion émotionnelle. Donc après des interactions chargées émotionnellement très fort, hein, prendre un moment pour se recentrer. Euh, Pratiquer la méditation, la pleine conscience, la respiration. Voilà, toutes ces choses qui font que on va pouvoir libérer une partie de la charge émotionnelle qu'on a pris parce qu'on est des éponges. Alors il y a 2 livres évidemment intéressants, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes, hein, qui, euh, qui vont qui permettent d'aller plus loin sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la Bible pour tous les managers, leaders et pour toute personne qui a envie d'avoir des meilleures interactions avec ses proches, quoi, ses proches, et ses amis et ses collègues de travail. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est la fondation. Et puis Dare to Lead de Brené Brown, j'en ai parlé dans un épisode précédent où je décris un peu plus ce qu'elle dit, vraiment très intéressant, donc je le recommande à nouveau. Et puis, un petit exercice que je pourrais vous suggérer aussi, c'est dans votre journal, de noter vos interactions pour identifier les moments où vous avez peut-être dépassé vos limites, où vous n'avez pas su dire non, où vous avez pris tellement d'émotions que ça vous a soit mis en colère, soit vous avez pleuré, soit en tout cas ça vous a mis down en termes d'humeur et d'émotion, de ouais, de, de, de manière un peu dépressive finalement, de prendre tellement de négatifs, de charges négatives d'une autre personne. Euh, un dernier exemple que je partage avec vous en toute confidence, il n'y a pas très longtemps, je suis allé faire un soin avec une très bonne amie, thérapeute, pour libérer le trauma en lien avec la perte de mon fils Enzo. Je rentre pas dans les détails, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais voilà, allez, en 2000, mon premier enfant, et, et on a dû pratiquer une interruption de grossesse à 6 mois à peu près, parce qu'il avait une hydrocéphalie et il ne pouvait pas vivre. Et donc ça, c'était un vrai traumatisme que j'ai beaucoup intériorisé et j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je sentais que j'avais encore besoin. Puis là, j'ai été faire un exercice de libération du trauma et ça a très bien fonctionné. Vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir 10 kilos sur mes épaules qui avaient disparu en très peu de temps après cette séance. Le lendemain, je vais, euh, je vais dîner avec une très bonne amie. euh, et elle me fait part de ses difficultés du moment, mais c'était vraiment du lourd, quoi. C'était de grosses difficultés avec sa fille, qui a des problèmes de santé mentale, donc c'est vraiment du lourd, quoi. Et j'ai tellement pris, j'ai tellement fait l'éponge. Alors parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation, une grosse connexion, donc quelqu'un qui est important pour moi. Ça m'a tellement impacté que tout ce poids que j'avais libéré la veille avec la libération du trauma, il a été échangé par autre chose, en fait, il est revenu. Et je me suis fait cette réflexion quelques jours après, je suis retourné voir ma thérapeute et amie que j'embrasse, euh, Caroline Laure, pour ne pas la nommer, et elle me dit, je lui dis, mais je comprends pas, si, je sais, mais j'ai repris sur moi une charge émotionnelle qui ne m'appartenait pas, et évidemment, on a parlé du triangle de Cartman avec le sauveur, la victime et le bourreau. Et oui, quelque part, je suis toujours en mode sauveur, mais c'est pas juste ça, en fait. C'est cette incapacité parfois à ne pas me mettre en distance, finalement, vis-à-vis de personnes que j'aime, pour qui j'ai beaucoup d'affection, et qui me font part de choses qui sont très difficiles. Et j'ai encore ce travail à faire, donc cet épisode, c'était un peu aussi pour vous montrer que même moi qui suis dans une démarche avancée de leadership politique, j'ai encore ce travail à faire et à progresser. Et ça arrive à tout le monde, et c'est ok, hein, j'ai accepté. On continue le travail, et puis voilà. Donc j'ai coupé des liens émotionnels avec cette personne pour éviter que peut-être je reprenne de la charge émotionnelle la prochaine fois que je la vois. Donc on verra si ça marche. Je vous tiendrai au courant. Mais, euh, mais voilà, on n'est pas, personne n'est parfait, et moi le premier. Donc pour résumer l'épisode du jour, l'empathie c'est une force.
mais elle doit être équilibrée pour éviter l'épuisement et les relations déséquilibrées. Et fixer des limites, c'est vraiment un acte d'amour envers soi-même et envers les autres. Ça, c'est vraiment un message, je vais le répéter parce que je le répète autant pour moi que pour vous, hein. Fixer des limites est un acte d'amour envers soi-même et envers les autres. Je dirais même plus, c'est un acte de respect, d'amour, de respect de soi. Mais pour les autres aussi. Donc savoir dire non, c'est aussi quelque part faire preuve d'amour et de respect. Donc le défi de la semaine. Identifiez une situation où vous avez ressenti une surcharge émotionnellement liée à votre empathie. Prenez un moment pour réfléchir à comment vous pourriez poser des limites claires et bienveillantes la prochaine fois. Euh, c'est évidemment que moi, je reprends cet exemple-là. J'aurais pu dire, écoute, j'ai pas envie de dîner avec toi ce soir. Je sens que je vais pas pouvoir gérer. Je suis pas en état de gérer. euh, mais je me suis dit, écoute, je pense qu'elle a besoin d'écoute. Donc, je suis allé en tant que personne pour écouter et pas pour prendre, hein. Malgré moi, j'ai pris des émotions négatives, mais l'idée, c'était vraiment d'écouter sans essayer de la sauver ni de résoudre ses problèmes, parce que je ne peux pas la sauver ni résoudre ses problèmes. Ça lui appartient. Par contre, je peux faire preuve d'écoute et de compréhension. Ce que j'ai fait. Mais c'est de savoir doser ce niveau d'écoute et de se dire, bon, voilà, maintenant que je repars, j'ai été présent, j'ai été à l'écoute, mais je repars pas avec les émotions qu'elle m'a transmises malgré elle, hein, c'est pas évidemment pas fait exprès. Et ben ça, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler. Donc voilà, pour moi en tout cas, si je fais cet exercice-là en live avec vous, bah c'est ça. C'est comment je pourrais poser des limites plus claires. Bah, ça va être des limites par rapport à moi en fait, hein, pas par rapport à l'autre. Puis après, si je sais pas gérer, ben c'est de ne pas me remettre dans une position où je vais être en situation d'ingurgiter ou d'absorber ces énergies négatives, ces émotions fortes en fait. Partagez vos réflexions et expériences sur les réseaux sociaux du leadership holistique. Avec grand plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis dans le prochain épisode, on va explorer le concept fascinant de synchronicité. On en a déjà parlé, mais là on va encore avancer là-dessus. La synchronicité et son rôle dans le destin, dans le voyage de chaque personne. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine et en attendant, prenez soin de vous.